Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce préenregistré réalisé le 25 janvier 2017. J'ai le plaisir de recevoir dans notre studio Monsieur Hakim El Karoui. Bonjour. Bonjour. Hakim El Karoui, vous êtes conseiller en stratégie, franco-tunisien par vos origines, vous êtes un ancien élève de l'école normale supérieure et vous avez eu les plus hautes responsabilités dans le secteur public comme dans le privé, ayant été notamment conseiller technique au cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Vous avez dirigé la rédaction du rapport « Un islam français est possible », publié par la Fondation Montaigne au mois de septembre. Cette publication a eu un très important écho médiatique. Selon les journaux, on a eu des recensions alarmistes, d'autres au contraire étaient beaucoup plus nuancées. Votre rapport, très riche, fait 130 pages sans les annexes, et on ne pourra bien sûr tout aborder. En première partie d'émission, nous parlerons de l'enquête sur laquelle s'est appuyé votre tableau sociologique des musulmans de France. Vous donnerez à nos auditeurs des chiffres précis permettant de balayer certaines idées préconçues. Mais surtout, vous nous parlerez des rapports à la religion et à la France des différentes catégories identifiées donc dans cette population. Et en deuxième partie, nous évoquerons l'organisation de l'islam dans notre pays, le bilan du CFCM, que votre rapport juge sévèrement, et vous donnerez à nos auditeurs les principales pistes que vous préconisez pour mettre sur les rails un islam français authentique. Hakim El Karoui, première question, pouvez-vous nous dire très rapidement comment a été faite cette enquête ? Alors elle a été faite d'abord avec un état d'esprit, je dirais, ouvert et scientifique. Pourquoi scientifique ? Parce que ce sujet-là, le sujet de l'islam, il est partout dans les discussions, dans les consciences, dans les préoccupations, et en même temps il est nulle part parce que personne ne sait rien. Personne ne connaît la religion, personne ne connaît les musulmans, à commencer par eux-mêmes d'ailleurs. Et du coup, l'idée, c'était d'essayer de comprendre, avant de faire des préconisations de politique publique, bien sûr, comprendre quelle est la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait effectivement une enquête avec l'IFOP à la suite d'un appel d'offres. Cette enquête, elle avait une méthodologie très sérieuse. On voulait avoir au moins 1000 musulmans et on a interrogé 15 000 personnes pour trouver 1000 musulmans sur la base d'un échantillon représentatif. Et quelles sont les marges d'erreur en gros par rapport aux chiffres que vous donnez ? Alors, pour ce qui est du nombre de musulmans, la marge d'erreur, elle est vraiment faible parce que là, l'échantillon dont on parle, c'est 15 000. Quand on va parler des femmes musulmanes qui portent le voile, là, c'est pas 1000 musulmans, c'est 500. Donc on commence à avoir des marges d'erreur un peu plus grandes. Alors, vous savez bien que la démographie fait partie des fantasmes agités par les partis populistes, mais il faut dire aussi que dans la communauté juive, on est sur Judaïque FM, il est courant d'entendre des affirmations selon lesquelles les musulmans représenteraient déjà 20% de la population ou seront la majorité dans quelques décennies. Pouvez-vous donner des chiffres précis ? Combien sont-ils ? Quelle est l'estimation ? Et quelle est la démographie par rapport à celle du reste des Français ? Ouais. Quand on interroge les Français sur, à votre avis, quelle est la part des musulmans dans la population française, le résultat qu'on a en général, c'est autour de 30%. Ouais, la réalité, c'est 6%. 6%, qu'est-ce qu'un musulman ? C'est quelqu'un, dans notre enquête, qui sait 10 musulmans et ou qui a des parents musulmans. Donc on a posé les deux questions. Est-ce que vous êtes musulman ? Est-ce que vos parents sont musulmans ? C'est différent, tout à fait. C'est différent parce que, notamment, il y a des gens qui ont des parents musulmans qui nous ont dit qu'ils n'étaient plus musulmans. Oui. Et puis il y a des gens qui n'ont pas de parents musulmans qui nous ont dit qu'ils étaient musulmans, les convertis. Mais il y a 2 fois plus, dans notre enquête, de sortants de la religion que de nouveaux entrants. Oui. Voilà. Il y a un fantasme sur les convertis aussi. Donc on arrive à 6% de la population. Pourquoi est-ce que la population française, et notamment les communautés juives qui vivent dans les grandes métropoles en particulier, pourquoi est-ce qu'elles ont cette représentation ? D'abord parce que l'islam occupe un espace médiatique colossal, mais aussi parce que les musulmans sont en fait très concentrés dans la population française. En gros, 90% des musulmans de France vivent dans 25 départements. Oui. Et du coup, quand on vit dans ces départements, on a le sentiment qu'ils sont beaucoup plus nombreux à l'échelle nationale que ce qu'ils sont vraiment. Parce qu'il y a un effet de concentration qui est très important. Vous pouvez rappeler ces foyers de peuplement principaux ? C'est en fait la France industrielle.
le Nord, l'Île-de-France, Rhône-Alpes, et puis le grand bassin méditerranéen de Montpellier à Nice. Voilà. Avec un petit peu en Alsace, un petit peu à Bordeaux, un petit peu à Toulouse. D'accord. Alors, votre rapport fait une analyse détaillée du rapport religieux de l'échantillon. Il définit 6 catégories. Alors, on n'a pas le temps de voir les 6, mais disons, il y a 3 grands groupes. Est-ce que vous pourriez les présenter, oui. Les 3 groupes principaux? 3 groupes. En gros, la moitié, un peu moins de la moitié, des personnes interrogées qui en gros ont une religiosité qui est nettement plus importante que celle de la moyenne des Français, qui est elle-même très basse. Mais ils ont un système de valeurs qui est totalement compatible avec le système majoritaire républicain. Sur la place de la femme, sur la place de la religion dans la société, sur l'interdiction de la polygamie, sur la vision du voile, etc. En étant souvent plus conservateurs sur le plan des mœurs. Sur le plan des mœurs. Voilà. Ensuite, on a une deuxième catégorie qui doit représenter à peu près 20-25%, avec des gens qui sont très conservateurs sur le plan des mœurs, mais qui en gros acceptent que la religion ou leur vision du monde ne doit pas s'incarner dans un projet politique. Et puis on a un dernier quart, les 28%, on a beaucoup parlé, qui ont plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'ils sont très ignorants de la religion. La deuxième, c'est qu'ils sont très jeunes. Ils regroupent la moitié des jeunes musulmans. C'est ça qui est inquiétant d'ailleurs. Ce qui est inquiétant, évidemment. Et par ailleurs, eux, on voit bien qu'ils utilisent la religion pour manifester une forme d'insatisfaction ou de rébellion ou de volonté de sécession par rapport au système majoritaire. Alors justement, vous avez utilisé dans votre rapport le terme fort de sécession idéologique. Vous venez de rappeler l'élément important, c'est-à-dire que malheureusement c'est près de la moitié des jeunes. Vous l'expliquez comment ? Alors il y a beaucoup d'explications, il y a des explications sociologiques, identitaires, etc. Il y en a une qu'il faut jamais oublier, même si elle n'excuse rien, c'est que quand vous interrogez les Français sur est-ce que les Maghrébins sont des Français comme les autres, il y en a 30% qui vous disent non. Quand vous faites des enquêtes, et l'Institut Montaigne en a fait une récemment de grande ampleur, de testing, vous envoyez un CV qui est avec le même nom de famille, qui était Haddad d'ailleurs, avec une origine libanaise et un prénom à connotation catholique, juive ou musulmane. Celui qui a un prénom juif, il a 2 fois moins de chances que le catholique d'avoir un entretien. 2 fois moins de chances. C'est important à le rappeler à l'antenne, oui. Celui qui a un prénom musulman, il en a 5 fois moins. Et plus le CV est qualifié, plus la discrimination augmente. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on a d'autres enquêtes, notamment de l'INSEE et de l'INED. Il y a un déni de francité. Quand vous avez un nom maghrébin, que vous êtes supposé être musulman, il y a un doute, en fait. Il y a un doute sur est-ce que vous êtes vraiment un Français, etc. Donc ça crée un hiatus identitaire. Il y a des problèmes sociaux, évidemment, considérables. Les musulmans, avant d'être des musulmans, c'est pour 2 tiers d'entre eux des enfants d'ouvriers. Le destin social des enfants d'ouvriers dans la France désindustrialisée, pas extrêmement attractif. Même si, en fait, il est meilleur pour les enfants d'immigrés d'origine ouvrière que pour les enfants d'origine ouvrière non immigrés. Parce qu'on sait comparer les destins entre les générations. Pourquoi? Parce que les enfants d'ouvriers en fait investissent plus, contrairement à ce qu'on croit, sur l'école. Donc il y a ce problème social. Et puis il y a en fait l'islam, c'est quoi? C'est une identité universelle. Et en même temps, c'est ce qui reste quand tout a disparu. Donc vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas de votre pays d'origine, vous n'avez pas une identité ouvrière, vous êtes musulman. C'est très clair. Alors dans les 3 minutes qui nous restent avant la pause, les réponses aux différentes questions dans le rapport établissent un lien très clair entre les catégories socio-professionnelles et le rigorisme religieux. Parce que en gros, parmi les musulmans, les plus éduqués sont logiquement ceux qui exercent des professions stables, et ils sont les moins rigoristes, en opposition à ceux qui sont dits en sécession. Mais cependant, et vous l'avez évoqué tout à l'heure en disant que même les moins religieux ont quand même des marqueurs un peu conservateurs, différents du reste de la population, et vous avez identifié des marqueurs communs à la grande majorité, qui sont pas forcément compris par le reste de la population française. Est-ce que vous pouvez les donner rapidement à l'antenne? Alors le premier, c'est ce qu'on pourrait qualifier, enfin eu égard à la norme majoritaire française, une surreligiosité.
qui doit exister d'ailleurs en partie dans la communauté Des juive. Bien sûr. La surreligiosité, on va pas la qualifier, on va pas la condamner, C'est un fait. On la regarde. Hein. 2 tiers, en gros, on a 2 tiers, 70% des gens qui sont pratiquants. Le ramadan, l'alcool, le porc, etc. Le deuxième caractéristique commune, c'est la place incroyable qu'a pris le halal. Le halal n'a pas du tout le sens du kasher, le sens que le kasher peut avoir dans le judaïsme. Le halal d'abord fait l'objet d'une interprétation. Est-ce qu'il faut manger halal ou pas? Qu'est-ce que le halal? Est-ce qu'on peut manger la viande des gens du livre? Il y a un verset du Coran qui dit vous mangerez la viande des gens du livre. En réponse à quoi les islamistes ont dit oui, mais en France les abatteurs ne sont plus des gens du livre. Ils sont plus assez juifs, ils ne sont plus assez chrétiens. Et derrière le halal, il y a l'idée de la pureté et de la séparation. Sauf que 70% des enquêtés nous disent qu'ils n'achètent que de la viande halal, 83% voudraient avoir des menus de substitution halal. Et puis le troisième marqueur, c'est le voile, évidemment. 2 tiers des musulmanes sont favorables au port du voile, 1 tiers seulement des femmes le portent. Oui. Et quand elles le portent, c'est à la fois pour signifier leur appartenance religieuse, mais c'est aussi pour 1 tiers d'entre elles pour des raisons de sécurité. Très bien. Le thème de mon émission, le titre, c'est « Un islam français est-il possible ?» avec un point d'interrogation, mais j'ai comme invité M. Hakim El Karoui, donc, qui est conseil en stratégie et surtout le principal rédacteur du rapport « Un islam français est possible ?» Là, il n'y a pas de point d'interrogation, et qui est le rapport donc de l'Institut Montaigne dont on a beaucoup parlé. Alors, on va aborder maintenant la question de l'organisation de l'islam en France. Et votre rapport, M. El Karoui, souligne les échecs du Conseil français du culte musulman. Pouvez-vous d'abord résumer ces échecs pour nos auditeurs ? Alors, le Conseil français du culte musulman, c'est quoi? C'est une organisation qui est née en 2003, à l'instigation de Nicolas Sarkozy, en reprenant en fait le travail qui avait été mené depuis 15 ans par Pierre Jox, Charles Pasqua et Jean-Pierre Chevènement, qui vise à créer une organisation représentative vers laquelle les pouvoirs publics puissent se tourner dans le cadre des relations entre l'État et les religions. Cette organisation, elle est fondée sur un système démocratique lié à un nombre de votants lié au mètre carré de mosquée. Bon. Donc, elle met en avant les gestionnaires de lieux de culte et jamais les vrais religieux. D'ailleurs, tous les présidents du CFCM n'ont jamais été des religieux, ils ont toujours été des présidents de mosquées. Ce qui est un premier sujet parce que en fait on mélange la religion et puis la gestion. Bon. Deuxième problème, qui est le plus important, ces mosquées, ces gestionnaires de lieux de culte sont tous liés à des pays étrangers, le Maroc, l'Algérie et la Turquie. La Turquie qui est très en pointe aujourd'hui, d'ailleurs le futur président du CFCM sera turc, très lié au président Erdogan. Donc lié à des pays étrangers. Et avec, et c'est la troisième caractéristique, une absence totale de volonté de construire quelque chose qui irait autour de l'intérêt général de l'islam de France. Chacun défend ses intérêts boutiquiers et nationaux. Pour vous donner un exemple, le budget du CFCM, c'est 30 000 euros. Alors, quelles sont, je dirais, deux choses. Vous venez d'en parler de ce qu'on appelle l'islam consulaire, entre guillemets, c'est-à-dire les États étrangers, finalement, qui supervisent des institutions cultuelles. Pourquoi les gouvernements successifs, d'abord, ont favorisé cela? Ils ont favorisé cela, d'abord parce que, quand ça a commencé, il y avait l'idée que peut-être que les musulmans rentreraient chez eux. Ensuite, les pays d'origine disaient que eux connaissaient très bien leurs nationaux d'origine et que ils les connaîtraient beaucoup mieux d'un point de vue religieux que l'État. Il y a la laïcité. L'Algérie et le Maroc, ce ne sont pas des pays laïques. Eux, ils salarient, ils financent des imams, ils financent des mosquées. Donc l'État était un peu dépourvu à cause de la laïcité. Et donc c'est dit, je vais traiter avec les pays d'origine et puis finalement j'ai des intérêts communs avec eux, et notamment des intérêts de sécurité. Eux voulaient contrôler les islamistes qui étaient installés en France au nom de la liberté, leurs nationaux islamistes installés en France, et l'État français voulait contrôler les islamistes qui vivaient en France. Sauf que tout ça ne marche plus. Alors, en ce qui concerne les financements actuels de l'islam de France, votre rapport pointe l'opacité des rentrées en provenance de 2 pays du Golfe principalement. Ils pratiquent, dites-vous, le soft power, entre guillemets, c'est-à-dire une façon de pouvoir indirect.
mais qui permet de diffuser un islam wahhabite. C'est l'Arabie Saoudite par l'intermédiaire de la Ligue islamique mondiale et le Qatar qui est un peu le foyer des frères musulmans. Alors, qu'est-ce qui empêche la transparence, finalement, par rapport à ces transferts de fonds? Eux, ils sont très habiles parce qu'ils ne financent pas l'islam de France. L'Arabie Saoudite déclare à peu près 1 million d'euros chaque année qui sert à construire des mosquées. C'est vraiment pas grand-chose. Eux, ils financent l'amont et l'aval. L'amont, c'est la transmission, la diffusion idéologique, notamment par les télévisions. Et d'une certaine manière, ils ont déjà fait le travail. C'est Al Jazeera, il y a 20 ans, 25 ans, a mis en valeur le Cheikh Kardawi, Amr Khaled, qui est un prédicateur égyptien, etc. Ça s'est diffusé, toutes les télés saoudiennes, NBC, Iqra, etc. sont devenues des télés religieuses, qui n'ont pas une grande audience en France, mais qui ont une grande audience dans des pays qui sont eux-mêmes, dont sont eux-mêmes issus un certain nombre de y compris des français. Pays du Maghreb, donc. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis, il y a l'aval. L'aval, c'est quoi? C'est le secteur associatif, le caritatif. Et ça, on sait très bien que les frères musulmans, notamment, se sont diffusés sur les défaillances de l'État, dans le monde musulman, notamment en Égypte. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? Moi, j'ai vécu en Égypte il y a 20 ans, j'étais enseignant chez les jésuites. Je vois en France ce que j'ai vu en Égypte il y a 20 ans. C'est-à-dire des associations éducatives, des associations sociales, sanitaires, de prise en charge des enfants, etc. L'enseignement de l'arabe aujourd'hui. Le fait que l'éducation nationale refuse d'enseigner l'arabe aux jeunes Français, qu'est-ce que ça crée? Ça crée pas que les parents ne veulent pas que leurs enfants enseignent l'arabe, ça crée qu'ils vont apprendre l'arabe dans les mosquées. Bon. Alors on peut se poser des questions sur l'assimilation, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? La réalité, c'est qu'en n'ouvrant pas de classe d'arabe, on envoie les jeunes Français dans les mosquées. Bon, moi je pense qu'il y a une vraie politique à mener. Vis-à-vis des pays, vous parlez de l'Arabie Saoudite et du Qatar, je pense qu'il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire, ce n'est plus possible. On peut d'ailleurs imaginer des autorisations préalables de financement, soit pour des associations religieuses, soit pour des associations loi 1901. Ça, c'est possible en droit. Je pense surtout qu'il faut un discours politique avec eux. Dire, écoutez, vous faites ce que vous voulez chez vous, mais la diffusion, c'est plus possible. C'est très clair. Alors, Hakim El Karoui, pour éviter cette opacité des ressources, vous proposez une mutualisation, finalement, des ressources et des budgets qui relèvent pour le moment de chaque lieu de culte et puis aussi des grandes fédérations culturelles, les Marocains, Algériens, etc. Et votre rapport préconise la création, à côté de la Fondation pour l'Islam de France, qui définirait un cadre général, donc la création d'une association musulmane pour un islam de France. En quelques minutes, quelle composition et surtout quel objectif pour ces deux structures? Alors, la fondation, elle a été formée, donc Monsieur Boubacar vient d'en sortir. Elle a un objet culturel. L'idée est peut-être de financer des formations culturelles, y compris pour des imams, mais de diffuser du savoir et de la connaissance sur l'islam. Bon. Donc présidé par Jean-Pierre Chevènement. Voilà. L'association cultuelle, d'une certaine manière, elle peut ressembler, en partie en tout cas, à ce que fait le consistoire. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une association qui va collecter des ressources et qui va les utiliser pour financer des lieux de culte, financer de la formation d'imams, financer le salariat des imams. Et, c'est le plus important, le travail théologique. Si on ne fait pas le travail théologique, on n'aura jamais un islam français, un islam compatible avec les valeurs de l'Occident. Où est-ce que l'argent peut venir? D'où l'argent peut venir? Du halal, tout ce qui est lié au pèlerinage, et puis les dons. Le problème, si on donne cette association musulmane nationale au CFCM et aux mosquées, on se retrouve en conflit d'intérêts parce que les mosquées et les fédérations se financent sur le halal, les dons et le pèlerinage. Donc nous, notre proposition, c'est que le conseil d'administration de cette association cultuelle nationale soit composé en majorité de personnalités indépendantes des pays d'origine et indépendantes des mosquées pour construire l'intérêt général. C'est très clair. Alors, le temps a filé, il nous reste 3 minutes pour la dernière question. Bon, vous évoquez bien sûr la mouvance des frères musulmans au travers de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France. Vous expliquez très bien pourquoi elle s'est implantée en profondeur, géographiquement, mais aussi par tout un réseau d'associations socio-professionnelles, les étudiants, les femmes, etc. Leur réseau au niveau européen aussi, avec l'autorité théologique du Conseil européen de la fatwa et de la recherche. En 2 minutes, quel est leur agenda et vont-ils gagner, vont-ils réussir? Alors,
il faut distinguer le terrain et les institutions. L'UOIF s'est probablement affaibli sur le plan institutionnel, d'abord parce que ils ont eu des rapports compliqués avec Nicolas Sarkozy, ensuite parce qu'il y a des problèmes de génération. L'UOIF est tenu par des immigrés. Les jeunes aujourd'hui français, musulmans, ils sont français et nés en France. Donc là, il y a un vrai conflit de génération. Mais ils continuent à être puissants et à se diffuser par le terrain, par l'associatif. Leur agenda théorique, c'est l'islamisation de la modernité. Le Coran et notre constitution, etc. Ils veulent pas islamiser l'ensemble des sociétés occidentales. Ils veulent prendre le pouvoir chez les musulmans. C'est-à-dire prendre le pouvoir chez les musulmans et devenir des interlocuteurs quand même politiques des différents. Par définition, c'est le principe des frères musulmans, c'est qu'eux, ils font de la politique par rapport aux salafistes qui disent ne pas en faire. Donc devenir des interlocuteurs, diffuser d'abord, et c'est ça l'essentiel, leur idéologie, leur représentation de la religion et de la société. Et ce qui, moi, me frappe beaucoup, c'est que ce sont les seuls à mener le combat. Et en face, chez les laïcs, entre guillemets, ou les progressistes, il y a personne. Les gens ne se préoccupent pas de religion, ils sont peut-être croyants, mais ils ne se préoccupent pas du rôle de la religion dans la société. Et du coup, les frères musulmans, mais aujourd'hui maintenant les salafistes qui ont le vent en poupe, quand on a regardé de très près l'offre sur Internet de sites théologiques, 90% du trafic aujourd'hui, très grave, oui, tout à fait, vers des sites de théologie musulmane en français, ce sont des sites salafistes. Pourquoi ? Pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent, parce que ce sont les seuls à mener la bataille. Et moi, je pense qu'il faut mener cette bataille-là. C'est essentiel pour l'islam de France, mais c'est surtout essentiel pour la France. Et ces contre-discours, finalement, qu'il faudrait faire, il faudrait que ce soit à la fois des laïcs et aussi peut-être des théologiens musulmans. Des laïcs et des théologiens. Il faut investir sur la théologie musulmane. Il faut donner... Il y a des chercheurs, il y a des savants, il y a des imams, des théologiens qui réfléchissent en fonction de la modernité. Il faut leur donner des moyens à la fois pour travailler, mais aussi et surtout pour se faire entendre. Et pour se faire entendre, il faut imaginer la rencontre entre l'imam et le youtubeur. Tout à fait, tout à fait. Et je dois dire que, encore une fois, au niveau des annexes de votre rapport, tout ce que vous dites est vraiment détaillé. Il y a vraiment toutes les références. Et donc, je conclurai un peu là-dessus en invitant, bien sûr, tous nos auditeurs à connaître d'abord ce rapport, ne pas lire simplement des articles de presse dessus. Vous allez sur le site de la Fondation Montaigne, et vous pouvez tout simplement le télécharger et le lire, et je vous assure, ça a été vraiment ma lecture de chevet pendant un moment, et c'est vraiment passionnant et très riche. Merci beaucoup, monsieur Hakim El-Karoui. Merci Jean. Merci d'être venu donc sur notre antenne. Merci à mes auditeurs de nous avoir suivis, et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.